Quand on pense au tourisme, on imagine notre prochain voyage, la découverte de beaux paysages, l'immersion dans une autre culture, l'occasion de vivre de belles expériences et de créer des souvenirs. Mais le tourisme, c'est aussi une industrie, un moteur économique pour un bon nombre de pays à travers le monde, comme la France, un des plus grands pays touristiques au monde en 2024, connu pour son patrimoine culturel. L'industrie crée des emplois, attire les investissements, pousse à la construction et l'amélioration d'infrastructures pour offrir des expériences inédites aux touristes. En 2023, c'est 1300 milliards d'arrivées internationales qui ont été enregistrées dans le monde selon l'Organisation mondiale du tourisme. Un nombre qui se rapproche très vite du niveau pré-pandémie de 2019. La zone Afrique, elle, ne représente que 5% de ce total, soit 66,4 milliards d'arrivées réparties entre l'Afrique du Nord avec 26,9 milliards d'arrivées et l'Afrique subsaharienne avec 39,5 milliards d'arrivées. Quand on imagine un voyage en Afrique, on pense tout de suite aux destinations comme le Maroc ou l'Égypte pour leur charme culturel et repères historiques. Zanzibar, les Seychelles, le Cap-Vert ou l'île Maurice pour leurs eaux bleues. Le Kenya, le Botswana ou l'Afrique du Sud pour les safaris et la nature. Ou encore Abidjan, Accra et Lagos pour l'ambiance et le bon vivre. Ces pays n'ont plus réellement besoin de justifier leur légitimité en termes de tourisme. Ils ont su façonner leur image de marque et en faire découler une stratégie pour attirer plus de visiteurs vers eux. Qu'en est-il donc des pays d'Afrique centrale, qui sont, eux, très rarement cités ou mentionnés en matière de tourisme? Pourquoi cette sous-région, qui a tant d'atouts touristiques, peine-t-elle à attirer plus de visiteurs? Et pourquoi les pays d'Afrique centrale ne sont pas perçus comme des destinations privilégiées pour le tourisme? Mediasema s'est penché sur la question pour mieux comprendre pourquoi le secteur touristique reste-t-il peu exploité en Afrique centrale. Lorsqu'on parle du secteur touristique, on sous-entend la chaîne de valeur constituée d'activités ou d'industries qui impactent l'expérience du touriste et influencent la compétitivité du pays de destination sur le marché du tourisme international. Celle-ci repose sur 6 composantes principales qui sont le cœur du secteur: le transport, l'hébergement, la restauration, les attractions touristiques, l'événementiel et les services de support touristique qui englobent différents services comme les guides touristiques, les tours opérateurs, les agences de voyage et bien d'autres. Ce sont ces composantes et ces sous-activités qui impactent le séjour du touriste et influencent sa perception du pays de destination. C'est ce qu'on appelle le nation branding. Ce moyen stratégique permet à un pays de se démarquer en mettant en valeur ses atouts et sa culture pour mieux se vendre au reste du monde. Donc, le tourisme commence bien par la perception du public. La première chose à comprendre d'abord avec le tourisme, c'est que c'est un phénomène à la fois économique, socio-culturel, aujourd'hui environnemental et écologique maintenant. Et il va avoir des besoins auxquels on pourra répondre. Chris Warren Vouma est un expert gabonais du tourisme basé en France dans un think tank gabonais appelé Institut Concorde. Maintenant, sur la question de la destination touristique, on a 2 marchés essentiels sur lesquels on se focalise. Le marché domestique, donc qui est le marché national, et le deuxième marché, c'est le marché international. Sur ces 2 plans, on ne va pas négliger un marché plus que l'autre. Donc ça veut dire que lorsqu'on a une politique qui se veut et internationale et nationale. Quand on dit Maroc, à quoi pense-t-on? À Marrakech, au couscous, au hammam, au riad, au médina et bien d'autres. Quand on vous dit Corée du Sud, vous pensez au K-drama, à la K-pop, à la beauté coréenne, à la technologie, à la nourriture et bien d'autres. Et maintenant, quand on vous dit un pays d'Afrique centrale, les symboles qui viennent en tête se comptent du bout des doigts. Faisons l'expérience en allant sur Google. Voyez-vous, la perception du public et l'empreinte digitale de l'Afrique centrale en matière de tourisme restent peu exploitées. C'est ce que démontre le classement de Bloom Consulting en Nation Branding, édition Tourisme. Seul le Cameroun figure dans le top 25 des pays avec une perception positive liée au tourisme. Je suis sûr que ça cause une dolée. Nous allons faire un petit exercice pour mieux comprendre la façon dont les atouts touristiques dans la culture, la nature et la gastronomie peuvent se classer en Afrique centrale. Pour cela, nous allons comparer avec quelques équivalents dans le monde. Si on va dans un pays, c'est bien pour y voir de nouveaux paysages ou s'intéresser à l'histoire. Prenons la Tour Eiffel par exemple, symbole emblématique de la ville de Paris. La ville y est tout de suite associée et la visiter est l'une des premières raisons citées par les touristes. Mais en réalité, la Tour Eiffel n'a pas été créée pour être le symbole de Paris. Elle est devenue. Comment? Par la mise en place de stratégies efficaces qui ont fait aujourd'hui l'un des sites les plus visités au monde. Pourquoi le secteur touristique reste peu exploité en Afrique centrale? L'une des premières raisons pourrait être que certains lieux ne sont pas encore assez exploités comme ils pourraient l'être. Prenons le monument à Yaoundé, J'aime mon pays le Cameroun.
Ben alors là, j'ai envie de dire l'emblème actuel, c'est le fameux monument qui a été construit à Yaoundé il y a, je crois, un peu plus d'un an maintenant, ouais, un an et demi, 2 ans. Voici Jean-Louis Ténou, fondateur de l'agence de tourisme Camertour, basée à Douala. Les espèces d'arcs, de demi-arcs de cercle qu'il y a sur une place à Yaoundé où c'est écrit en français et en anglais «J'aime mon pays le Cameroun». Donc je pense que c'est la volonté, j'imagine, hein, je ne sais pas si c'est vraiment pour ça que c'était fait, mais peut-être d'avoir un monument emblématique pour le Cameroun. Bon, je sais pas si ça a marché parce que voilà, c'est pas du tout un site que les gens viennent photographier, surtout que pour la petite histoire, prendre la photo de ce monument, ça coûte 5000 francs. Pour vous photographier la Tour Eiffel, c'est gratuit. C'est comme toujours, c'est la même chose. Si on veut mettre un monument un peu emblématique, il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Il faut qu'on puisse en faire la promotion sans devoir payer des taxes à gauche et à droite. On pourrait encore se poser la question du début, pourquoi le secteur touristique reste peu exploité en Afrique centrale. Ça peut être un manque d'application et de suivi de plans stratégiques ou de politique nationale. Prenons un autre exemple, celui des villes balnéaires, et voyons la façon dont celles-ci restent encore peu exploitées. En seulement quelques années, Assigny en Côte d'Ivoire est devenue une destination prisée, autant des Ivoiriens que des touristes de passage à Abidjan. Le développement de ce territoire s'inscrit dans le programme de développement Sublime Côte d'Ivoire, annoncé par le ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire en 2018. Ainsi, la commune a conçu un plan reposant sur 2 axes. Faire de la côte maritime une cité balnéaire exceptionnelle, ouverte aux touristes du monde entier, et moderniser le village d'Assigny. L'Afrique centrale aussi abrite plusieurs villes qui pourraient connaître l'essor d'Assigny. Prenons le cas de Mwanda en RDC, à ne pas confondre à la ville du même nom au Gabon. Mwanda est une ville de l'ouest de la RDC qui abrite la seule forêt de mangroves du pays et ne manque pas d'atouts touristiques. La ville a de belles plages, comparables à celles de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et de Punta Cana en République dominicaine. Mais ces plages restent encore bien sous-exploitées, une capacité d'hébergement encore faible et une offre des agences touristiques encore peu présente. Un challenge est aussi rencontré dans la ville, la pollution des plages due à l'exploitation pétrolière et la gestion des déchets. Mais Mwanda est une ville avec des traces de son histoire. Par exemple, le port de Banana semblerait être le plus ancien poste colonial du pays et aurait été actif dans le marché d'esclaves. Donc sa portée historique et culturelle est indéniable, mais encore très peu promue. Intéressons-nous maintenant à l'une des raisons pour lesquelles les visiteurs souhaitent se rendre en Afrique, la nature. Par exemple, le Gabon, c'est 13 parcs nationaux, dont celui de la Lopé. Donc, on a un réseau de 13 parcs nationaux. Il faut comprendre la genèse de la création des parcs nationaux, que ce soit au Gabon ou dans le monde. Le premier parc national au monde, il a été créé aux États-Unis. Bon, les États-Unis s'attribuent la paternité de la création du premier parc national, qui est Yellowstone. Il a été créé en 1872. Ce qui fait que la déclinaison parc national, c'est un label. Donc, c'est des critères auxquels il faut répondre pour pouvoir pour pouvoir créer le parc national. Donc, il y a le parc national, il y a la réserve nationale, il y a la réserve naturelle. C'est des déclinaisons et des déclinaisons. Des initiatives privées commencent à mettre en lumière le potentiel des parcs nationaux. Ce sont les Français qui introduisent la notion non seulement conservationniste et environnementaliste au Gabon. Et ça arrive avec la colonisation. Donc, justement, les parcs nationaux sont, on va dire, un héritage colonial. Donc, les personnes qui vivent autour des parcs nationaux, parce que nous, on est sur un courant de conservation, et c'était justement le professeur Lee White qui a été dernièrement encore ministre des Eaux et Forêts, la politique voilà, qui a été menée autour des parcs nationaux. C'est aussi, en fait, en quelque sorte, des visions qui sont très occidentalisées, ce ne sont pas des visions locales. Et dans le processus de conservation de la nature, on n'a pas l'intégration, ce n'est aujourd'hui, des communautés locales. Les communautés locales, justement, on conserve contre les communautés locales parce qu'on dit que ce sont les communautés locales qui détruisent l'environnement, c'est elles qui sont les braconnières, c'est elles qui. La texte sociale, c'est très mal entendu et très mal vu parce que cette pensée est occidentale. Je le répète encore, c'est pas une pensée qui est locale. Et maintenant, dans le processus touristique, finalement, qui finit par s'intégrer aussi dans la question de parc national et dans la question de développement territorial. Donc, il faut qu'on puisse intégrer les nationaux. Aussi, en abritant 6 pays couverts par le bassin du Congo, l'Afrique centrale est dotée d'un des plus importants massifs de forêts équatoriales au monde. Et si c'était ça le principal atout sur lequel le plus investir? Un de mes plus grands rêves, par exemple, c'est
c'est la collégialité. Nathaniel Obam est le fondateur et gérant de Gabon Eden, tour opérateur qui vise à promouvoir une forme de tourisme axée sur la nature. C'est-à-dire, je pense pas que chaque pays, de façon individuelle, peut sortir la tête de l'eau. Je pense souvent, par exemple, à créer la destination bassin du Congo, par exemple, pour parler d'une seule voie, avoir un seul stand bassin du Congo où on retrouve les pays de l'Afrique centrale. Je crois que par ces moyens-là, je pense qu'on peut tous sortir la tête de l'eau. Après nous être intéressés au type d'attraction touristique à davantage valoriser, intéressons-nous à la cuisine. Selon une enquête de 2019 de l'OMT, la gastronomie est la 3e raison des voyages dans le monde. Quelle est donc la place de la cuisine d'Afrique centrale à l'échelle internationale ? La cuisine est un excellent outil pour faire connaître, introduire et installer la culture d'un pays dans un autre pays. C'est le cas de plats comme les pâtes et les pizzas de l'Italie, les hamburgers des États-Unis, bien qu'ayant des origines allemandes, ou les nems d'origine vietnamienne mais popularisés par les Chinois. Si on compare aux cuisines d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord, les cuisines d'Afrique centrale sont encore très peu représentées à l'échelle continentale et internationale. On revient encore à notre question du début, pourquoi le secteur touristique reste peu exploité en Afrique centrale ? La cuisine pourrait jouer un rôle. On trouverait 4 raisons. Le manque de représentation en termes de plats et de chefs cuisiniers, le manque de structure de la chaîne de valeur, le manque de produits dérivés ou le manque de financement de projets entrepreneuriaux dans ce domaine. Mais des plats commencent à gagner en popularité, comme le ndolé, placé 47e parmi les 50 meilleurs plats du monde selon le test Atlas, le guide de voyage expérientiel en ligne pour la cuisine traditionnelle. Malgré son potentiel, ce plat, tout comme d'autres plats tels que le sakasaka des deux Congos, le poulet niemboué du Gabon ou le ngunja de Centrafrique, ne sont connus principalement que par les diasporas de ces pays ou les amateurs de cuisine africaine. Mais pourquoi ? On peut constater que rares sont les événements culinaires internationaux dans lesquels les cuisines de la sous-région sont représentées. Si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû voir des vidéos d'étrangers en train de préparer ou goûter le foufou des Nigérians et le buzz qu'il y a autour. Sinon, vous avez dû tomber sur l'un des plus grands débats. Qui fait le meilleur riz jollof entre le Ghana, le Nigeria et le Sénégal ? Un débat qu'on a même pu retrouver dans une des pubs de la banque américaine Chase avec Michael B. Jordan. Autre point, côté cuisine. Il faut populariser la cuisine africaine, il faut la populariser et surtout remettre en place des produits oubliés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, des produits pour lutter pour la famine, la sécurité alimentaire et de remettre aussi en avant les usages anciens. Parce qu'il y a certains produits qui sont nécessaires au sol, qui ne détruisent pas les sols. Cependant, le constat n'est pas que négatif. Depuis des années, des chefs cuisiniers jouent le rôle d'ambassadeurs des cuisines de la sous-région et plus généralement d'Afrique. On retrouve des chefs comme Christian Abégan du Cameroun, chef Anto ou chef Omiel du Gabon, Dieuveille Malonga du Congo et Christian Yumbi de la RDC. Maintenant, passons au transport. Bien que n'étant pas mentionné comme l'une des raisons motivant le choix d'une destination, le transport reste important à prendre en compte. En effet, c'est la première composante du tourisme, car pour se rendre à une destination, il faut le moyen d'y arriver. Alors pourquoi le secteur touristique reste peu exploité en Afrique centrale ? C'est peut-être à cause des coûts et des contraintes pour se rendre dans les pays d'Afrique centrale. Selon New Zealand Trade and Enterprise, 80% des vols vers l'Afrique sont opérés par des compagnies non africaines. La question, justement, aussi, c'est celle de la cherté des prix. Le prix, il est en marketing, lorsqu'on le définit, on dit il est élastique. Donc, le prix a une élasticité. Ça veut dire que c'est l'offre et la demande qui vont conditionner les fluctuations du prix. Et le tourisme, c'est une activité justement qui est saisonnière, qui se définit sur une basse et sur une haute saison. Et après, on va avoir des ailes de saison. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les coûts, je pense que c'est le gros problème vient du côté des infrastructures. Voici Johan Yannick, le responsable de l'agence d'écotourisme Visite Gabon. En termes d'infrastructures routières, qui sont un peu l'état des routes ne sont pas très praticables, ce qui rend le transport donc vers les sites touristiques assez compliqué. Donc, ce qui fait en sorte que les prix soient plus ou moins un peu élevés. Imaginons qu'un touriste français souhaite se rendre dans un des pays d'Afrique centrale pour les fêtes de fin d'année, par exemple à Brazzaville. Premièrement, les options en termes de compagnies aériennes sont limitées. Il y a Air France pour un vol direct, puis Ethiopian Airlines ou Royal Air Maroc pour des vols longs avec escale. Deuxièmement, le coût du seul billet d'avion aller-retour démotive tout de suite.
Mediasema a fait une comparaison dans ses guides de voyage pour les vacances d'été, mais dans cette vidéo, on a fait une comparaison d'un aller-retour en classe économique Paris-Brazzaville de 2 semaines du 20 décembre au 4 janvier qui s'élève au minimum à 1 400 €, et selon la classe et les options de bagages, cela peut aller jusqu'à plus de 8 000 €. Autre chose, le problème d'interconnectivité entre les pays de la sous-région. Le gros problème vient du côté des infrastructures. Ok. En termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures routières, qui sont un peu l'état des routes ne sont pas très praticables, ce qui rend le transport donc vers les sites touristiques assez compliqué. Donc, ce qui fait en sorte que les prix soient plus ou moins un peu élevés. Il y a un réel manque de routes et de moyens interrégionaux pour se déplacer. Par exemple, en Europe, les voyages sont facilités par la diversité des options de transport. Le train, l'avion, la voiture, le bus ou bien d'autres moyens. Ceci est un réel manque à gagner en Afrique centrale. Bien que de nouvelles routes reliant les pays et les villes ont été construites, celles-ci peuvent rester dangereuses. Et enfin, bien que l'Afrique centrale longe de belles côtes, il n'existe aucune croisière qui longe les pays d'Afrique centrale, comparée à l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Là aussi, il y a un manque à gagner. Quand on pense à voyager, après la question du transport, vient celle du logement. Ce n'est pas que du devoir des particuliers ou du secteur privé de s'en occuper. Ce sont des politiques qu'un gouvernement doit établir pour savoir ce qui est ciblé et ce qui doit être fait pour atteindre l'objectif. Des pays comme le Mexique l'ont compris. Par exemple, construite dans les années 70, la ville de Cancún sur le littoral est devenue un lieu très touristique. En 1968, le président mexicain de l'époque a ordonné à la Banque du Mexique de lancer un plan national du tourisme. Il voulait faire construire des villes autosuffisantes dans le secteur du tourisme. Le projet Cancún a été approuvé en 1969 et les travaux ont commencé en début 1970. Les premières étapes étaient d'ouvrir une route d'accès, concevoir un plan directeur de développement et construire un aéroport provisoire. Aujourd'hui, Cancún est l'une des destinations favorites en Amérique centrale et ceci est le fruit d'une stratégie précise du gouvernement en matière de tourisme. Les gouvernements des pays d'Afrique centrale pourraient aussi mettre en place des plans qui s'étendent sur plusieurs décennies pour assurer un futur où les destinations de la sous-région sont des destinations touristiques privilégiées. Pourquoi ces initiatives doivent venir de l'État? Le secteur privé peut influencer certains points par rapport au tourisme, mais il faut avant tout une politique de l'État, car c'est ce dernier qui favorise l'investissement qui crée le dynamisme de tout un secteur. Par contre, il faut noter qu'en matière d'investissement public, les gouvernements africains subissent le coût des intérêts liés à la dette publique ainsi que le risque premium associé aux projets dans la région. Ce qui veut dire que ça coûte plus cher aux gouvernements d'investir dans des projets publics car les sources traditionnelles d'investissement leur sont moins accessibles. Dans cette partie, on va s'intéresser à la place des médias et des industries culturelles et créatives dans la perception du public. Selon G20 Insights, l'économie créative mondiale devrait représenter 10% du PIB mondial d'ici 2030. Des pays et des villes dans le monde ont su s'imposer comme des références dans cette économie. Par exemple, le Japon est connu pour être le pays des mangas. La Corée du Sud, celui des K-dramas et de la K-pop. Des villes comme Milan, Londres, New York et Paris sont des acteurs clés dans la mode. L'industrie cinématographique a, elle, ouvert sur le monde des pays comme l'Inde et le Nigeria, faisant d'eux les 2 leaders mondiaux du cinéma. Donc, les industries culturelles et créatives ont un rôle majeur dans la façon dont un pays est perçu. Le cinéma, la musique, l'art, les jeux vidéo, la mode, la cuisine sont autant des outils de soft power. Mais en Afrique centrale, il y a un réel manque de stratégie et de sensibilisation à facilement exporter sa culture vers le monde. Prenons l'exemple de la musique. L'Afrique centrale est le berceau d'un bon nombre de styles musicaux et de danses qu'on connaît aujourd'hui. Parmi eux, on retrouve la rumba congolaise des deux Congos, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021, le dombolo, sous-genre du soukous né en 1990, le makossa au Cameroun, né dans les années 50 et popularisé par des artistes comme Eboa Lota et Manu Dibango, le ndem au Gabon, créé dans les années 2010, et bien d'autres. Cependant, rares sont les artistes de cette sous-région reconnus et valorisés sur la scène internationale, contrairement à d'autres régions comme l'Afrique de l'Ouest. Prenons l'exemple de l'afrobeat, un style musical qui existe depuis les années 60 et 70. Aujourd'hui, l'afrobeat et ses artistes sont reconnus et valorisés sur la scène internationale, tant en Afrique que dans le reste du monde. Le Nigeria a su voir le potentiel de sa culture comme outil de soft power et l'exporter au monde sous forme de musique, cinéma, cuisine et mode. Marianne Gombe, spécialiste du soft power africain, le mentionne lors d'une discussion autour du sujet. Mais le Nigeria, voilà, le pays de Fela Kuti, ils ont une musique aujourd'hui qui plaît, ils ont
Nollywood qui Voilà. génère des sommes importantes d'argent et qui emploie près d'1 milliard de personnes. Enfin, voilà des exemples de cette power. Et aujourd'hui, même les Africains ne nous rendons pas compte. Moi, je vais à des mariages congolais où on entend beaucoup de musique nigériane, Oui. même les Les vêtements, tenues. des tenues nigérianes, pour dire que même leur soft power opère dans la sous-région, ils s'imposent même à nous, tellement c'est réussi. Et on sait que des artistes nigérians vont désormais signer des contrats aux États-Unis quand on pense à Wizkid ou Tiwa Savage, quoi, sans citer Burna Boy qui remplit des salles. Donc il y a vraiment un travail dessus. D'abord en termes d'image et ensuite en termes d'une génération de personnalité. Ok. J'ai tendance à dire à chaque fois qu'il y a des ambassadeurs du soft power. Et je pense qu'aujourd'hui, au Nigeria, comment ça a marché, des gens se sont révélés et ils ont été soutenus. Déjà par leur population, mais sûrement par l'industrie également. Ce qu'il faudrait en Afrique centrale, où on traîne un peu le pied, soutenir déjà l'existant. Il y a des personnes comme Serge Ibaka, comme Roga Roga, qu'il faut citer sans cesse et qu'il faut utiliser, mais dans le bon sens du terme, pour promouvoir notre culture à nous. Il y a une vidéo qui a tourné de Serge Ibaka qui mangeait un manioc et tout ça. Ça a l'air de rien, mais l'art culinaire fait partie du soft power. Le couscous est immatriculé à l'UNESCO. Même certains savoir-faire comme l'huile d'argan des Africains, c'est immatriculé. Donc nous, on a peut-être un chemin. Le saka-saka, c'est pas évident de le vendre à tout le monde, c'est assez gras, c'est pas diététique. On peut travailler sur ça. Mais tous ces sujets-là, il faut les accompagner. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie forcément, mais déjà, il faut que la population soit sensibilisée. Derrière ce sujet qui est culturel, en fait, il y a une question de patriotisme. Peut-être patriotisme même économique. Je crois que les Nigérians consomment nigérians avec plaisir. Il faut que chaque population, que les Congolais ne prennent pas de haut des produits des Congolais. Et je crois que c'est important. Et la RDC a cette démarche-là. Moi, je vois des concerts qui se font en RDC sans communication hors de leur communauté, et ces concerts sont pleins. Et ce n'est pas la question de la démographie, c'est la question d'une forme de patriotisme économique. Ils aiment consommer ce qui vient de chez eux. Et il faut que chaque population africaine travaille sur ça. Une fois que le Bénin aura travaillé sur ça, le Congo, le Gabon, et après on pourra travailler dessus sur le plan continental. C'est ça le projet. Le patriotisme économique, la sensibilisation des populations et l'accompagnement des personnalités de la sous-région, voici donc bon nombre d'éléments à développer pour que l'Afrique centrale rayonne dans le monde et attire vers elle plus de touristes et d'opportunités dans le secteur touristique. Notre pays, il est là, nos pays sont là, les gouvernements passeront, mais le pays reste là avec ses richesses, sa créativité, ses richesses naturelles. Et voilà, c'est un peu ça la démarche. Je pense qu'il faut que chacun se fasse ambassadeur du soft power de son pays, du continent, et travaille à le faire. L'un des freins à l'exportation ou au passage à un autre niveau des industries culturelles et créatives de la sous-région est le manque de professionnalisation et de structuration de la chaîne de valeur du secteur, que ce soit les droits d'auteur, la création de contenu ou la promotion. De nombreux acteurs travaillent encore dans l'informel, que ce soit dans la mode, la musique ou le cinéma. Et pourtant, ces industries peuvent jouer un rôle central dans la déconstruction des clichés associés aux pays d'Afrique centrale en racontant d'autres récits. Mais on retrouve de plus en plus d'initiatives qui promeuvent ces industries. Par exemple, le FICIN, le Festival international du cinéma de Kinshasa, dont la mission principale est de promouvoir l'éclosion d'une industrie du film en RDC et particulièrement à Kinshasa. Plusieurs exemples nous montrent la force d'exporter sa culture dans le monde. La Corée du Sud a fait de sa culture un atout. L'Italie et la France ont fait de leur gastronomie un atout. Le Nigeria et l'Afrique du Sud ont fait de leurs arts un atout. Et le Sénégal a fait de son hospitalité un atout. En conclusion, on comprend que ce ne sont pas le potentiel et les atouts qui manquent au tourisme en Afrique centrale, qui présentent un potentiel immense, mais encore largement inexploité. La sous-région peine à attirer les visiteurs en raison de plusieurs facteurs. Le manque de stratégie de valorisation des monuments historiques, la sous-exploitation des villes balnéaires et la faible promotion des parcs nationaux sont autant de freins à son développement touristique. Les défis liés au transport, notamment les coûts élevés des billets d'avion, limitent l'accès à la région. L'hébergement et les infrastructures touristiques nécessitent des investissements significatifs pour répondre aux attentes des visiteurs. Et enfin, les industries créatives et culturelles jouent un rôle crucial dans la perception d'un pays. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle donne un aperçu des raisons pour lesquelles le secteur touristique reste encore peu exploité en Afrique centrale. Et vous, qu'en pensez-vous ?